Bonjour à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés et que vous allez tous très bien. La première partie de cette vidéo traite du rayonnement et de la thermodynamique de l'atmosphère. Les 4 sous-parties seront d'abord des définitions de paramètres essentiels à ce cours. On verra en 2 les lois du rayonnement, en 3 des applications climatiques et enfin on parlera de la thermodynamique atmosphérique. Chaque partie fera l'objet d'une ou plusieurs vidéos. Le Soleil est une naine jaune. Son type spectral G2V, G2 se réfère en fait à sa température de 5780 Kelvin. V indique qu'il évolue sur la séquence principale, c'est-à-dire il tire son énergie de réaction de fusion nucléaire qui transforme dans son cœur l'hydrogène en hélium. Son existence, pour l'essentiel, sera donc sur la séquence principale dite du diagramme de Hertzsprung-Russell. La durée de vie du Soleil est estimé à 10 milliards d'années. Il reste encore près de 5,5 milliards d'années de vie à notre Soleil. Mais dans 5,5 milliards d'années, le Soleil aura épuisé son combustible nucléaire. Alors il gonflera au point d'englober l'orbite de Mars, puis il dégonflera pour terminer avec un diamètre comme celui de la Terre. Avant d'arriver à ce stade, une étoile comme le Soleil passe par de nombreuses phases. Après une phase de géante rouge, où le diamètre de l'étoile atteint l'orbite de Mars, l'étoile éjecte une grande quantité de matière et devient une nébuleuse planétaire. Au centre de la nébuleuse, la naine blanche, petit astre froid, se refroidit progressivement jusqu'à n'être qu'une petite escarbille au milieu des cendres cosmiques. Le Soleil sera alors une naine blanche. C'est la fin programmée de 98% des étoiles. On ne verra ici que les éléments du Soleil les plus communs. Par exemple, le cœur s'étend du centre à environ 25% du rayon du Soleil et ne représente qu'environ 5% de la masse solaire. La température approche les 15 millions de Kelvin. C'est là que se produisent les réactions de fusion nucléaire. L'énergie est libérée sous forme de rayonnement X et gamma. La zone radiative se situe, elle, entre 25% et 70% du rayon du Soleil et représente cette fois environ 35% de la masse du Soleil. La chaleur du cœur du Soleil est transférée vers les couches extérieures par rayonnement thermique. L'hydrogène et l'hélium ionisés absorbent et réémettent des photons dont l'énergie diminue progressivement. La température diminue à 2 millions de Kelvin. Ensuite s'étend la zone convective jusqu'à la surface du Soleil et représente environ 60% de la masse du Soleil. La matière n'y est ni assez dense ni assez chaude pour évacuer la chaleur par rayonnement. C'est par transport de matière, c'est-à-dire par la convection, que la chaleur est conduite vers l'extérieur. Les cellules de convection ainsi formées sont responsables des granulations solaires observables à la surface de l'astre. La photosphère, elle, est la partie externe qui produit la lumière visible. Son extension radiale n'est que de 500 km environ, et sa température effective, elle est moyennée sur le disque visible, et elle est de 5780 Kelvin. Au-delà de la photosphère s'étend l'atmosphère solaire, qui comprend 3 zones, la chromosphère, la couronne et l'héliosphère. La chromosphère du Soleil, c'est sa basse atmosphère. Elle est séparée de la photosphère par une zone de température minimum et de la couronne par une zone de transition où la température s'élève rapidement jusqu'à approcher 1 million de Kelvin. La chromosphère se caractérise par sa couleur rose due à la présence de certaines raies du spectre de l'hydrogène, en particulier la raie H pour hydrogène alpha. C'est une couche d'environ 10 000 km d'épaisseur, dont la température croît de 4500 Kelvin jusqu'à 500 000 Kelvin. Elle n'est visible que lors d'une éclipse totale de Soleil ou à l'aide d'un coronographe. La couronne solaire, tant qu'à elle, qui est en fait un plasma, est la partie de l'atmosphère du Soleil située au-delà de la chromosphère et qui s'étend sur plusieurs millions de kilomètres en se diluant dans l'espace.
La couronne solaire fut par exemple visible en France lors de l'éclipse solaire du 11 août 1999. Enfin, l'héliosphère s'étend jusqu'aux confins du système solaire où elle est limitée par l'héliopause à 70 sans unité astronomique, c'est-à-dire entre 10 et 15 milliards de kilomètres. Voyons maintenant une radiographie fine du spectre de notre Soleil. Elle se base sur des mesures de son rayonnement dans une vaste gamme de longueurs d'onde. L'irradiance spectrale solaire est l'énergie dépendant de la longueur d'onde qui entre au sommet de l'atmosphère terrestre, à une distance standard d'une unité astronomique du Soleil. Sur cette image, ces unités sont le watt par mètre carré et par nanomètre. L'enregistrement des données est construit à partir de modèles d'irradiation solaire qui prennent en compte les caractéristiques d'éclaircissement et d'obscurcissement des taches solaires qui sont présentes sur le disque solaire. Mais le rayonnement solaire n'est pas strictement identique à celui d'un corps noir à 5780 Kelvin, en raison en partie de la présence de bandes d'absorption et d'émission à différentes longueurs d'onde par les différents constituants de la photosphère et de l'atmosphère solaire. C'est ce que l'on voit quand on superpose la courbe de Planck pour un corps noir, montrant ainsi les différences. Étudions le rayonnement solaire reçu sur Terre. Mais avant, il nous faut connaître quelques rudiments d'orbitographie. Pour les orbites elliptiques, l'excentricité d'une orbite peut être calculée en fonction de son apoapse et de son périapse, c'est-à-dire en fonction de la position la plus lointaine entre l'astre et l'orbite de la position la plus proche. Pour une orbite circulaire, l'excentricité vaut 0. Ensuite, en fonction des distances à la périhélie et l'aphélie, endroits où sont localisés le périapse et l'apoapse, l'excentricité est proche de 1 si l'astre est très proche de l'orbite. On peut calculer facilement l'excentricité avec la formule suivante. E est égal à RA moins RP sur RA plus RP, où RA est la distance entre le Soleil et le point d'aphélie, c'est-à-dire le point le plus éloigné de l'orbite sur l'axe principal, et RP, la distance entre le Soleil et le point de périhélie. La Terre décrit dans le plan de l'écliptique une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. La Terre fait le tour du Soleil en 365,25 jours, soit une année. La distance Soleil-Terre est de 149 597 871 km, soit une unité astronomique. Le rayon à l'ophélie vaut 1,0167 unités astronomiques et celui à la périhélie, plus petit, vaut 0,9833 unités astronomiques. Si on calcule l'excentricité avec ces valeurs et avec la formule présentée, on trouve la valeur de 0,0167. Mais en fait, l'excentricité varie entre 0,005 et 0,06 à cause de la gravitation des autres planètes qui le fait changer et avec une période principale qui est d'environ 400 000 ans. Nous avons aussi besoin de comprendre le mouvement de notre planète Terre pour comprendre le rayonnement qu'elle reçoit du Soleil. L'axe de la rotation de la Terre sur elle-même fait un angle petit i qui est égal à 23,45 degrés avec l'axe de sa rotation autour du Soleil, c'est-à-dire l'axe perpendiculaire à l'orbite. Cet angle, c'est l'inclinaison ou l'obliquité. Cet angle varie entre 22,5 degrés et 24,5 degrés, suivant un cycle d'environ 41 000 ans. La Lune stabilise l'inclinaison terrestre. Juste pour comparer, la planète Mars a un angle d'inclinaison compris entre 15 et 35 degrés. Les variations de l'éclairement solaire de la Terre. La déclinaison delta correspond à l'angle que forme la direction des rayons du Soleil par rapport au plan de l'équateur terrestre. C'est une des deux coordonnées équatoriales du Soleil, l'autre étant l'angle horaire défini plus loin, qu'on va définir après. Aux équinoxes de printemps, vers le 21 mars, et d'automne, vers le 21 septembre, la direction Terre-Soleil est incluse dans le plan équatorial terrestre. Du fait de la rotation orbitale, cette direction pointe du côté sud de l'équateur entre le 21 septembre et le 21 mars.
la déclinaison est alors négative. Et du côté nord, entre le 21 mars et le 21 septembre, la déclinaison est alors positive. La déclinaison atteint un maximum au solstice d'été, vers le 21 juin, et un minimum au solstice d'hiver, vers le 21 décembre. Il y a plusieurs formules approximatives qui existent pour retrouver le delta, mais pour plus de précision, on peut facilement ajuster une fonction périodique composée de la somme de deux fonctions sinusoïdales et d'un terme constant sur les données calculées, à quelques 10-4 secondes d'arc près, par le bureau des longitudes. Par exemple, pour la période 2013-2023, on trouve en degrés cette somme de fonctions sinusoïdales que je présente ici, où J, c'est le jour, et vaut 1 au 1er janvier 2013, 366 au 1er janvier 2014, 731 au 1er janvier 2015, 1096 au 1er janvier 2016, et ainsi de suite, en tenant compte bien sûr du fait que 2016, c'était une année bissextile. Un autre angle, l'angle horaire oméga, deuxième coordonnée équatoriale du Soleil, défini dans ce cours comme l'angle compté positivement vers l'est, entre la position actuelle du plan méridien local, là où on se trouve, et la position de ce même méridien à midi vrai, ou entre le plan méridien local et le plan méridien qui contient le centre du Soleil à l'instant qui nous concerne. On peut définir cet angle par oméga est égal à pi fois 1 moins h sur 12, où h est l'heure solaire vraie. Alors, oméga vaut 0 degré à midi local et croît de plus 15 degrés par heure. Il est donc positif l'après-midi et négatif le matin. Un autre angle important, la hauteur du Soleil. La hauteur du Soleil désigne l'angle que fait la direction de visée du Soleil avec le plan horizontal sur le globe. C'est l'angle entre l'horizon local et les rayons du Soleil. Par exemple, sur ce diagramme, on repère la latitude lambda en traçant la droite partant du centre de la Terre jusqu'au point local d'intersection du rayon du Soleil. En ce point local, l'angle que fait le rayon du Soleil avec le plan horizontal que l'on trace ici est la hauteur angulaire solaire. L'angle complémentaire de H est appelé angle solaire zénital et souvent noté θ. On peut calculer la hauteur angulaire solaire à partir des angles d'inclinaison et des angles horaires précédemment définis, ainsi qu'à partir de la latitude. À savoir, sinus de H est égal à sinus de lambda fois sinus de delta plus cosinus lambda fois cosinus delta fois cosinus de oméga. Puis, on peut aussi définir l'angle solaire zénital, θ, qui est l'angle entre le zénith local et les rayons du Soleil, et vaut θ égale 90 degrés moins h, soit la hauteur angulaire solaire. L'influence de la Lune, du Soleil et des planètes sur le bourrelet équatorial terrestre induit un lent mouvement de rotation de la direction de l'axe de rotation de la Terre. C'est la précession des équinoxes. Ce mouvement déplace l'orientation du pôle Nord dans la sphère céleste, de sorte que, au fil des siècles, nous changeons d'étoile polaire. Une étoile polaire est, de façon générale en astronomie, une étoile visible à l'œil nu, se trouvant approximativement dans l'alignement de l'axe de rotation d'une planète, en particulier la Terre. Actuellement, l'étoile polaire dans l'hémisphère nord de la Terre est Alpha Ursae Minoris, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Petite Ourse, ici entourée en blanc. L'axe de rotation de la Terre effectue, comme une toupie, un tour complet en 26 000 ans. Sur la figure de droite, on présente le trajet de l'axe du pôle Nord sur la voûte céleste, en rouge, dû à la précession, si on suppose aussi une vitesse de précession et une obliquité constante. Une chose intéressante, c'est le cycle de Milankovitch. Alors, qu'est-ce que c'est que le cycle de Milankovitch? Multin Milankovitch, alors j'ai écrit son nom en serbe cyrillique, est né le 28 mai 1879 à Dalj, aujourd'hui en Croatie, et mort le 12 décembre 1958 à Belgrade. C'était un ingénieur, un astronome, un géophysicien
est un inventeur et un climatologue serbe. Il met en évidence l'existence de cycles climatiques, notamment glaciaires, et leur corrélation avec les conditions astronomiques. La combinaison de ces conditions astronomiques, que sont les cycles de précession, d'obliquité ou inclinaison, et d'excentricité, module la répartition de l'éclairement solaire selon la saison et la latitude. Ici, nous montrons la latitude 65 degrés nord. Les cycles de la précession sont de 19, 22 et 24 000 années, celle de l'obliquité de 41 000 ans et celle de l'excentricité de 95, 125 et 400 000 ans. Un point crucial, c'est l'occurrence d'étés frais aux hautes latitudes continentales. La neige hivernale ne fond pas et une calotte glaciaire se développe. C'est l'entrée en période glaciaire. Le couplage avec la dynamique du système climatique excite alors de préférence un cycle de 100 000 ans. On peut d'ailleurs noter que selon ce cycle, nous sommes actuellement dans un stade de réchauffement. On peut tracer très facilement la hauteur angulaire solaire qui va donner les zones de nuit et les zones de jour. Ici, sur cette image, à l'échelle globale, la nuit est bleutée avec des valeurs de hauteur angulaire négatives, tandis que le jour va du jaune au rouge avec des valeurs positives. On peut retrouver le point au nadir à 20 degrés nord et 150 ouest, qui représente en fait la position du soleil à minuit, et le point au zénith, qui représente le soleil à midi, ici à 20 degrés sud et 30 degrés est. Nous avons repéré aussi la position de Toulouse un 19 janvier où il est 10 heures UTC. Toujours dans le paragraphe rayonnement reçu par la Terre, on définit la constante solaire. C'est l'éclairement énergétique à incidence normale en watts par mètre carré en dehors de l'atmosphère terrestre et à distance moyenne Soleil-Terre. Sa valeur est φ0 qui est à peu près égale à 1361 watts par mètre carré. φ0 en fait n'est pas une vraie constante. Sa valeur varie selon plusieurs choses. La distance Terre-Soleil, qui va faire varier le flux φ0 en fonction de la position du Soleil et de la Terre. En fait, on trouve la valeur de φ qui est égale à φ0 multiplié par la distance moyenne Terre-Soleil divisé par la distance Terre-Soleil au carré. L'énergie, ensuite, il y a l'énergie émise par le Soleil qui dépend du cycle du flux solaire qui a par exemple un cycle de 11 ans que l'on voit d'ailleurs sur cette figure et notamment sur le zoom ici en rouge qui représente notre époque. L'énergie émise par le Soleil peut aussi dépendre de l'apparition de taches solaires. De plus, la constante solaire concerne l'éclairement de la surface du disque terrestre, pi fois r, le rayon de la Terre au carré. L'énergie ainsi reçue doit être répartie sur toute la surface du globe, soit 4pi de r du rayon de la Terre au carré. Et donc l'éclairement énergétique solaire moyen pour toute la surface de la Terre est donc l'énergie reçue moyenne qui vaut plutôt phi de 0m qui est égal à φ0 fois le rapport entre la surface du disque terrestre et celle du globe tout entier. On divise donc par 4 la valeur φ0 et elle vaut donc environ 340 watts par mètre carré. Définissons maintenant l'insolation. C'est en fait le flux énergétique solaire arrivant sur une unité de surface terrestre. Prenons une surface ds', éclairée par les rayons du Soleil qui frappent la surface de la Terre avec une hauteur angulaire h. La surface impactée par le flux énergétique est notée ds. Si on projette, on a donc ds' est égal à ds fois sinus de h, où h est la hauteur angulaire solaire. On peut aussi remplacer la surface par le diamètre au carré de chacun des disques, à savoir d au carré est égal à d' au carré fois sinus de h. Et comme l'insolation vaut le flux multiplié par ds' sur ds, on obtient tout naturellement I de t et de h est égal à φ0 de t fois sinus de h de t. Pour le cas particulier des équinoxes, et en particulier à midi, on obtient une hauteur angulaire maximale et on a la latitude lambda
qui est l'angle complémentaire à la hauteur angulaire h, et on trouve sinus de h max est égal à cosinus lambda. Et donc, pour les cas d'équinoxe, on a enfin I, l'insolation, max de t, est égal à phi 0 fois cosinus lambda. Cette image nous illustre l'effet de bouclier de l'atmosphère terrestre sur l'insolation. L'image du haut représente l'insolation solaire moyenne annuelle au sommet de l'atmosphère terrestre. L'image du bas montre l'insolation annuelle atteignant la surface de la Terre après avoir traversé l'atmosphère. Notez que les deux images utilisent en fait la même échelle de couleurs. La distribution au sommet de l'atmosphère est bien plus régulière que celle à la surface, car à la surface, un certain nombre d'éléments permettent de perturber cette distribution. De plus, à la traversée de l'atmosphère, l'insolation a fortement diminué, illustrant ainsi cet effet bouclier de l'atmosphère. À la surface, sa nature intervient aussi. Pour de mêmes éclairements énergétiques, les océans se réchauffent et se refroidissent moins vite que les continents. Aussi, les cycles diurnes et saisonniers sont moins marqués sur les océans que sur les continents. La nature des surfaces continentales, par exemple les caractéristiques du sol, humidité, végétation, neige, modulent aussi l'albédo et la capacité thermique. Les contrastes thermiques qui résultent de ces différences d'apport énergétique et d'émissions thermiques provoquent alors des déséquilibres énergétiques à l'origine des phénomènes météorologiques. Mais à quoi sont dues les variations de l'éclairement ? L'éclairement énergétique instantané et la quantité d'éclairement varient en raison du changement de déclinaison et par conséquent de la hauteur angulaire solaire maximum ou l'angle solaire zénithal minimum. Par exemple ici, à gauche, la représentation d'une année qui, par exemple, va du solstice d'hiver, 21 décembre, où l'éclairement est minimum sur l'hémisphère nord. Ensuite, la Terre continue son voyage tout en s'inclinant et en tournant sur elle-même pour arriver à l'équinoxe du printemps, du 21 mars, où l'éclairement est le même pour les deux hémisphères. Et en continuant, la Terre arrive au solstice d'été, où la quantité d'éclairement est maximum pour l'hémisphère nord. La petite animation de droite montre maintenant cet éclairement sur une face de la Terre. Le voyage de la Terre va du solstice d'hiver au solstice d'été, en passant par l'équinoxe du printemps. Les conséquences sont que la même énergie solaire est répartie sur une surface terrestre plus ou moins grande, selon l'angle solaire et la durée de l'éclairement diurne qui varie. Et selon l'angle solaire, les rayons solaires traversent une plus ou moins grande épaisseur d'atmosphère. En raison de l'orientation de la surface terrestre par rapport aux rayons solaires, donc des variations d'angle solaire, l'éclairement énergétique est réparti sur une plus grande surface aux hautes latitudes qu'à l'équateur. Durant les équinoxes, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Le Soleil est à l'infini et va délivrer un éclairement énergétique de 1361 watts par mètre carré sur le disque qui représente la Terre. En fonction de la latitude, cet éclairement va diminuer. Par exemple, à 45 degrés nord ou sud, l'éclairement énergétique diminue à 961 watts par mètre carré à cause de sa position en latitude, et donc, quand on applique le cosinus lambda, on trouve 961 watts par mètre carré. Et si on calcule l'intégrale de l'éclairement énergétique entre 6 heures et 18 heures, soit 12 heures de jour, on trouve 305 watts par mètre carré à 45 degrés nord et 45 degrés sud, puis 435 watts par mètre carré à l'équateur. Retrouvons d'ailleurs ces calculs maintenant. En fait, l'éclairement énergétique en fonction de lambda et t module l'éclairement énergétique pour chaque latitude, le phi EM, avec un cosinus en fonction du temps qui permet de passer du jour à la nuit en modulant cet éclairement énergétique en fonction du temps. Comme cette courbe l'indique, la nuit a un éclairement énergétique négatif, alors que le jour a un éclairement positif. La fonction qui module est donc un moins cosinus de 2πt divisé par 24, où 24 représente les 24 heures d'une journée. On a représenté ici la hauteur angulaire aussi, qui est le complémentaire de la latitude,
pendant les équinoxes. Donc en faisant l'intégrale de phi, de E, de lambda et t, sur la journée, sur la durée du jour qui dure en fait 12 heures, on obtient très facilement la hauteur de phi, la valeur pardon, de phi de EM sur pi. Et donc utiliser ces formules pour retrouver les valeurs précédentes. Pendant le solstice d'été de l'hémisphère nord, l'axe de rotation de la Terre est incliné vers le Soleil. L'angle d'inclinaison est de 23,45 degrés et cet angle plus élevé, qui implique une plus longue durée du jour dans l'hémisphère nord, compense le déficit des hautes latitudes. Par exemple, l'éclairement énergétique est semblable à Paris, c'est-à-dire à 48,5 degrés nord, et à l'équateur. Il est par exemple aussi plus grand au pôle nord qu'à 45 degrés sud. L'éclairement énergétique provenant directement du Soleil est modulé par le cosinus de la latitude lambda, moins la déclinaison maximale de 23,45 degrés. Et donc, l'éclairement énergétique qui a atteint la Terre va de 540 watts par mètre carré au pôle nord en passant par 1265 watts par mètre carré à 45 degrés nord, 1250 watts par mètre carré à l'équateur, 500 watts par mètre carré à 45 degrés sud et enfin 0 au pôle sud. De même, si on intègre l'éclairement sur la durée de jour à ces latitudes, on a une durée de jour de 24 heures au pôle nord, ce qui donne un éclairement énergétique intégré, phi S, de 270 watts par mètre carré à 45 degrés nord, pour une durée de 15,5 heures de jour. On trouve 495 watts par mètre carré. À l'équateur, pour une durée de jour de 12 heures, on trouve environ 400 watts par mètre carré. Et enfin, pour la latitude de 45 degrés sud, on trouve 120 watts par mètre carré. Mais voyons comment recalculer ces différents éclairages. Dans le cas du solstice d'été dans l'hémisphère nord, c'est un peu plus compliqué que pour les équinoxes, car le temps va dépendre de la latitude. On va donc intégrer l'éclairement énergétique phi S, qui maintenant est une fonction de plusieurs cosinus qui dépendent du temps et de la latitude lambda. À savoir, phi S égale phi SM fois le rapport de cosinus F1 moins cosinus de F sur 1 plus cosinus F1, où Fi est égal à F de Ti, qui est égal à 2pi fois T sur 24. Donc ça, à mettre de côté. Sur ce schéma, on voit aussi que la journée est plus longue que la nuit. Et cette intégrale d'éclairement énergétique dans l'hémisphère nord donne donc phi de Sm, l'éclairement corrigé par la latitude, divisé par un coefficient C qui dépend à son tour de la latitude. Quelques valeurs de C sont données dans le tableau présenté. Par exemple, pour lambda égale 0 degré, C égale pi, ou pour lambda égale 90 degrés, C égale 2. Présentons maintenant la structure atmosphérique moyenne en termes de bilan énergétique global atmosphérique. Le rayonnement solaire est la source principale d'énergie sur Terre. Le Soleil détermine le climat de la Terre en émettant de l'énergie sous la forme d'ondes très courtes, principalement dans la partie visible ou quasi visible du spectre. La quantité d'énergie qui atteint la couche supérieure de l'atmosphère terrestre chaque seconde par mètre carré de surface faisant face au Soleil pendant la période diurne représente environ 1361 watts. On l'a déjà vu. Mais comme l'exposition au Soleil n'est pas directe partout, la quantité d'énergie moyenne par mètre carré par seconde à l'échelle planétaire, à l'échelle globale, n'en représente qu'un quart, soit 340 watts. C'est un rappel. Environ 30% de la lumière solaire qui atteint les couches supérieures de l'atmosphère est réfléchie vers l'espace. Les 2/3 de cette réflectivité proviennent des nuages et des petites particules de l'atmosphère, les aérosols. Le dernier tiers de la lumière du Soleil est réfléchi par les zones de la surface terrestre de couleur claire, principalement la neige, la glace et les déserts. L'énergie qui n'est pas renvoyée vers l'espace est absorbée par la surface de la Terre et par l'atmosphère. Elle représente environ 235 watts par mètre carré, si bien sûr on additionne les 168 watts par mètre carré absorbés par la surface et les 67 watts par mètre carré absorbés par l'atmosphère.
Afin de compenser l'énergie entrante, la Terre elle-même doit émettre vers l'espace une quantité moyenne équivalente d'énergie. Elle le fait en émettant un rayonnement de grande longueur d'onde, les infrarouges. Et pour émettre 235 watts par mètre carré, une surface doit être à une température d'environ moins 19 degrés Celsius. Température beaucoup plus froide que celle qui existe à la surface de la Terre. La température moyenne de la surface du globe est d'environ 15 degrés Celsius. La température requise de moins 19 degrés se trouve à une altitude de 5 km environ au-dessus du sol. À long terme, la quantité de rayonnement solaire entrant absorbée par la Terre et par l'atmosphère s'équilibre à peu près grâce à la Terre et à l'atmosphère qui dégagent une quantité équivalente de rayonnement sortant à grande longueur d'onde. Près de la moitié du rayonnement solaire entrant est absorbé par la surface de la Terre. Cette énergie est retransmise vers l'atmosphère par convection, grâce au réchauffement de l'air à la surface. Par exemple, les thermiques rejettent 24 watts par mètre carré et l'évapotranspiration 78 watts par mètre carré. Mais le rayonnement le plus important qui est redirigé vers l'atmosphère depuis la surface sont les rayonnements de grande longueur d'onde, c'est-à-dire les infrarouges, dont la contribution est de 390 watts par mètre carré et qui sont ensuite absorbés par les nuages et les gaz à effet de serre. Mais à leur tour, les gaz à effet de serre renvoient vers la surface 324 watts par mètre carré, contribuant ainsi à l'effet de serre. Puis, l'atmosphère renvoie vers l'espace 235 watts par mètre carré de rayonnement sortant de grande longueur d'onde, en comptant ce qui est émis par l'atmosphère et les nuages, soit environ 165 watts et 30 watts par mètre carré, plus la contribution de la fenêtre atmosphérique qui renvoie directement 40 watts par mètre carré depuis la surface jusque l'espace. Mais différents éléments font varier l'éclairement énergétique solaire, comme par exemple, voici une distribution annuelle d'albédo typique appelée alpha, et l'albédo en fait module l'éclairement énergétique solaire phi de SW. Les valeurs les plus fortes, c'est-à-dire les valeurs supérieures à 0,5, se trouvent dans les régions polaires à cause de présence de glace ou de neige. Les plus faibles, inférieures à 0,2, dans les régions tropicales océaniques, ceux en fait qui renforcent le contraste équateur-pôle en termes d'éclairement énergétique. Deuxième élément, l'éclairement énergétique solaire net, c'est-à-dire 1 alpha fois phi SW, disponible en surface, varie en fonction de la latitude, c'est-à-dire la géométrie du globe, et de la nature de la surface ou de la couverture nuageuse. Il est donc aussi sensible aux variations saisonnières. Les valeurs sont comprises entre 100 watts par mètre carré vers les pôles et environ 350 watts par mètre carré à l'équateur. Il est ainsi maximal dans les régions tropicales et décroît ailleurs, comme l'indique cette allure de courbe de l'éclairement énergétique solaire. Enfin, troisième élément, l'émittance terrestre en infrarouge, phi IR, émis par la surface qui dépend de la température de surface et diminue avec la latitude. Ici, je vous présente un champ d'émittance dont les valeurs vont de 140 watts par mètre carré au pôle sud pour atteindre un maximum dans la zone tropicale vers 270 watts par mètre carré avant de redescendre dans les hautes latitudes vers 180 watts par mètre carré. L'allure de la courbe de cette émittance suit la forme de ce diagramme en fonction de la latitude. Cependant, il se trouve un minimum relatif dans la zone intertropicale correspondant à un maximum de couverture nuageuse, par exemple sur l'Afrique, avec une émission à une température plus basse. Mais la plus grande zone de minimum est aussi connue sous le nom de continent maritime, juste au-dessus de l'Australie, qui est souvent impacté par de la convection et donc une couverture nuageuse importante, ce qui va tendre du coup à réduire le contraste équateur-pôle. Enfin, on définit le flux énergétique net au sommet de l'atmosphère, top of atmosphere en anglais. Il vaut F de TOA est égal
à 1 moins alpha fois l'éclairement énergétique moins l'émittance infrarouge. Sur ce champ global de flux énergétique net au sommet de l'atmosphère, on remarque que FTOA est supérieur à 0 aux latitudes tropicales. Les latitudes lambda, plus petites que 40 degrés, reçoivent plus d'énergie qu'elles en émettent. On dit que ces zones sont anormalement froides. Et puis, on remarquera que FTOA est plus petit que 0 aux latitudes moyennes et polaires. Ces latitudes plus grandes que 40 degrés reçoivent moins d'énergie qu'elles en émettent. On dit que ces zones sont anormalement chaudes. Aux mêmes latitudes, les océans acquièrent sensiblement plus d'énergie que les continents, car l'albédo alpha des océans est plus faible que celui des continents. La courbe méridienne de l'éclairement énergétique solaire phi-SW varie fortement selon la saison, avec un maximum quasi constant dans l'hémisphère d'été et une décroissance très rapide avec la latitude dans l'hémisphère d'hiver. On rappelle que l'intégrale de ce flux sur toutes les latitudes donne la valeur de la constante solaire globale, soit 340 watts par mètre carré. L'albédo atténue ce contraste avec des valeurs plus fortes au pôle, à cause des calottes polaires, des banquises, l'albédo est alors proche de 1, et donne des valeurs moins fortes à l'équateur, où il y a plutôt des océans et des forêts. Et donc, à éclairement énergétique constant, le flux réfléchi, alpha phi SW, est plus important au pôle qu'à l'équateur dans les hémisphères d'été. De plus, le flux réfléchi, courbe noire, sur l'année, reste quasi constant. Au pôle, dans les hémisphères d'hiver, le flux entrant et réfléchi sont quasi nuls. Enfin, pour finir, et ce qui va faire une bonne conclusion, l'éclairement énergétique solaire net, 1 alpha phi SW, décroît rapidement vers les pôles, même dans l'hémisphère d'été. Ce qui se voit aussi à l'échelle moyenne de l'année, les courbes grises. Le maximum de flux absorbé se trouve à 23 degrés sud et 32 degrés nord dans les hémisphères d'été, et c'est donc légèrement dissymétrique. L'émittance terrestre, phi IR, est moins contrastée, lui, et reste quasi constante entre 30 degrés sud et 30 degrés nord. Enfin, le flux énergétique net au sommet de l'atmosphère, qui est le flux absorbé moins le flux émis infrarouge, montre qu'un transfert énergétique interhémisphérique entre les hémisphères est nécessaire pour compenser l'excès d'énergie reçu de l'été et le déficit énergétique de l'hiver. Ces dernières courbes permettent enfin d'identifier quand l'énergie reçue est plus petite que l'énergie émise et vice-versa. Voilà, à très bientôt.